Bourse. Intégral Bourse, Grégoire Favet. Jean-François Bay nous accompagne donc pour cette première demi-heure, directeur général de Morningstar. On est au début de ce 4e trimestre, Jean-François. On tire les enseignements du 3e trimestre sur les marchés. Ça a été un trimestre positif pour Wall Street, pour les actions européennes. On gagne 3-4% sur ces classes d'actifs. Trimestre qui a encore, en revanche, été très positif et même beaucoup plus positif pour les actifs émergents. Oui, tout à fait. On a une déception sur le septembre. On a une déception sur le 3e trimestre pour les marchés européens. Et c'est, encore une fois, les marchés émergents, les marchés américains qui ont réalisé des bonnes paires. J'en veux pour preuve, sur le mois de septembre, le Mexique, la Russie, Hong Kong, le Brésil. On est sur le mois autour de 8% pour Mexique, la Russie. On est autour de 13-14% pour Hong Kong et le Brésil sur le 3e trimestre 2016. Et donc, on a effectivement des investisseurs et des marchés émergents qui ont profité en fait des bonnes nouvelles. Donc, on a des raisons fondamentales pour expliquer en fait cette bonne performance. D'une part, je le disais tout à l'heure, des indicateurs macroéconomiques qui sont améliorés. En tête, la Chine. Le marché chinois a très bien réagi au fait que, par exemple, la croissance des bénéfices des entreprises industrielles est supérieure à 10% sur le mois d'août. Donc, on a vraiment un retournement sur la Chine qui a été piloté par le gouvernement et qui continue les investissements dans les infrastructures, les PMI manufacturiers, les investissements privés. Donc on a une reprise, une croissance par l'offre, par les entreprises qui s'est mise en place sur la Chine, qui profite au prix des matières premières et pétrole en tête, qui profite aussi aux autres pays émergents. Et donc cette locomotive chinoise continue à bien tourner et c'est relativement intéressant pour la croissance mondiale dans son ensemble. On se souvient de 2015, année très très difficile, annus horribilis pour les marchés émergents et la Chine en particulier. Les mesures ont été prises, on se félicite et les performances sont au rendez-vous. Oui, c'est ça, mais juste, il y a du fondamental, parce qu'évidemment, il y a une phase de rattrapage un peu technique pour des marchés qui étaient très décotés depuis 2015, mais même depuis plusieurs années maintenant. Mais tout ça est en train de s'accompagner de fondamentaux qui s'améliorent. Exactement. Donc il y a du fondamental. Ça prend le relais du rebond technique suite à 2015. Et donc les marchés en profitent. Et les investisseurs continuent à acheter les marchés émergents. Sur 2016, on a 15 milliards de collecte nette sur les fonds émergents depuis le début de l'année. Alors même que c'est plutôt en négatif. On en parlera un petit peu ou très négatif sur les actions européennes. C'est la même chose sur les fonds de dette émergente qui ont été très recherchées de par les rendements servis. La même chose un petit peu sur les États-Unis. Les fonds américains recollectent et puis les investisseurs suivent les bonnes nouvelles. J'en veux pour preuve dernièrement un PIB en T2 qui a été révisé à la hausse et la 3e révision à la hausse plus 1,4%. Et puis on a eu aussi la semaine dernière l'augmentation du moral des ménages, l'accélération de l'activité dans la région de Chicago, l'accélération de l'inflation, les dépenses de consommation. Donc c'est plutôt en fait là encore les fondamentaux qui viennent soutenir des marchés. Et j'allais dire l'Europe malheureusement reste un petit peu à la traîne alors même que c'était le consensus de début d'année. Oui. Donc les gérants sont un petit peu pris à revers. Tous les gérants européens avaient mis un billet sur le rebond des actions européennes aidé par Mario Draghi et malheureusement, j'allais dire, ce sont les diversifications internationales qui ont payé. Le marché n'est pas tellement macro. Tout à l'heure, Voloken disait on réagit un petit peu tous traders sur telle et telle nouvelle. Les indicateurs macroéconomiques en zone euro sont pas si mauvais que ça, sont même encourageants. Si vous regardez le climat des affaires en Europe, qui s'améliore plus nettement en France et en Allemagne. Les enquêtes PMI manufacturières, les chiffres définitifs ce matin montrent que oui, ça accélère. La croissance dans le secteur manufacturier qui accélère encore un peu en septembre. Que fait la police? Que font les investisseurs? Comment se fait-il qu'on n'ait pas un engouement et un relais sur l'Europe? Oui, parce qu'il y a deux choses. À la fois, on veut des émergents pour toutes les raisons que vous avez évoquées. On veut toujours des actions américaines et en même temps, on ne veut pas d'actions européennes. C'est un arbitrage qui va dans les deux sens. Là. Exactement. Donc le chassé-croisé en Europe, si on se focalise cette fois-ci, on change un peu de dimension et qu'on se ramène sur la région, l'Europe, et il y a un chassé-croisé banque par banque. C'est-à-dire que clairement les banques viennent plomber les marchés européens, apportent ce manque de visibilité pour les investisseurs. Il y a un prisme aussi, un chassé-croisé risque politique qui vient perturber les investisseurs. Et puis il y a aussi un chassé-croisé sur la Banque centrale. Alors si on regarde d'un point de vue macro, le plus important, c'est-à-dire le politique, très clairement, les investisseurs internationaux, puisqu'on parle surtout d'eux, sont surtout eux qui tirent la croissance, et les flux, on a
encore dans le pipe des élections en Italie, des élections en France, en Allemagne, viennent un petit peu perturber la donne. J'en veux pour preuve l'Italie qui explique que le 4 décembre, il va y avoir un référendum. Normalement, le gouvernement Renzi ne démissionnera pas, mais clairement, si le non l'emporte, on aura clairement un effet sur les marchés financiers. Ne sera pas de très bon augure pour l'Europe. Et on voit les spreads sur l'Italie augmenter, on voit les spreads sur le Portugal repasser à 3,30, 3,35. Et on petite prime de risque qui est en train de se réinstaller là sur certains de ces pays périphériques. Donc ça, c'est un premier risque qui est apporté par les marchés. Le deuxième, c'est l'efficacité des banques centrales. Si on descend un petit peu sur les strates, les investisseurs et les salles de marché se disent mais aujourd'hui, quelle est l'efficacité de la politique de la BCE sur les ménages? Est-ce qu'ils consomment? Est-ce qu'ils investissent? Ben non, puisqu'ils ont tendance à thésauriser. Est-ce que les entreprises investissent? Est-ce que les financières, ça va mieux pour les financières? Est-ce que ça va mieux pour les États? Ben, j'ai l'impression que l'État français a plutôt essayé de distribuer des packages à droite à gauche et à aider notamment une baisse d'impôts de 1 milliard, plutôt que de réformer et d'avoir une politique un peu plus orthodoxe. Donc vu de Mario Draghi, il doit se dire c'est pas vraiment l'objectif recherché. Et alors sur le focus troisième strat bancaire, là c'est vraiment très difficile. Il y a une sorte de concentration de tous les risques que je viens d'évoquer, avec des banques qui... Alors il n'y a pas d'effet domino comme on a pu le vivre sur Lehman en 2008 et sur les banques, le système bancaire américain, où on se souvient qu'il y avait Bear Stearns, enfin il y a une succession, un effet domino qui touchait l'ensemble des banques et des banques d'investissement en particulier. On n'a pas cet effet en Europe, mais clairement c'est un secteur qui est dans la tourmente. Si vous prenez ne serait-ce que le CAC 40, les performances de Société Générale, AXA, Crédit Agricole, BNP sont parmi les plus fortes baisses de l'ordre de moins 20%. On ne va pas rentrer dans le détail, mais regardez, ça doit commencer à moins 29, moins 30. Et il y a quand même des valeurs qui performent bien, des Technip, des Kering, des Vinci qui font plus 15, plus 20. Donc on a vraiment un clean-up, une séparation totale du marché en Europe. Finance, pas finance, risque politique, avec les banques qui essayent de restructurer. Commerzbank qui supprime 10 000 emplois, ING qui supprime 7 000 emplois, Santander, qui essayent de se dépatouiller dans cet environnement de taux négatif, et puis avec quelques risques un peu systémiques. On en a parlé la semaine dernière avec Deutsche Bank. Le CDS, les spreads baissent un petit peu, mais on n'est pas à la fête, et c'est encore, j'allais dire, source d'inquiétude. Tant que la perception ou le sentiment des investisseurs vis-à-vis de ce secteur bancaire ne sera pas plus positif, il n'y a rien à espérer. Enfin, il n'y a rien à espérer. Il n'y a pas à espérer de retour de la confiance globale des investisseurs sur les actions européennes. C'est ce qu'il faut comprendre, Jean-François. On ne peut pas espérer un second souffle sur les marchés et un marché européen stable tant qu'on n'aura pas été rassuré sur l'architecture de notre économie de marché, la colonne vertébrale, les banques et les financières. Et donc on attend justement que ça reste relativement spécifique et qu'on se dit, alors la Deutsche Bank ça va, il paraît que c'est plus que 5 milliards et pas 15 ou 14-15 et que l'État allemand devrait sauver la banque. Dans Deutsche Bank, il y a Deutsche, donc normalement Angela Merkel et les Allemands devraient ne pas laisser tomber l'institution. Et puis à côté de ça, se dire, bon, on va resolvabiliser, il va y avoir des augmentations de fonds propres pour calmer un petit peu. Alors il paraît que sur les salles de marché, on dit que Commerzbank va émettre beaucoup d'augmentations pour pouvoir fusionner avec Deutsche Bank. On devrait regrouper c'est une vraie bonne idée, ça, ou c'est la fausse bonne idée de mettre deux banques en difficulté ensemble, Jean-François? Je pense qu'un poulet et un pigeon n'a jamais donné un aigle, donc je pense pas que ce soit vraiment une bonne idée. Et il y a je dirais une crainte sur Deutsche Bank qui est très spécifique, puisque c'est une banque d'investissement plus qu'une banque retail. Mais en tout cas, il faut vraiment redonner confiance aux investisseurs via les financières. Point de salut, pas de retour des investisseurs tant qu'on n'est pas rassuré sur ce côté-là. Juste un mot encore du Brexit, là, puisqu'on voit quand même la sterling qui réagit assez nettement aux annonces de Theresa May, Premier ministre britannique ce week-end, qui estime qu'elle pourra invoquer l'article 50 avant la fin du mois de mars 2017. C'est à cette date que les sujets vont vraiment commencer, que les problèmes peut-être commenceront. C'est un sujet britanno-britannique, ce sera un sujet européen. Pour l'instant, c'est la livre qui est affectée, Jean-François, mais ça vient rajouter aux éléments que vous citiez là sur l'Europe. Oui, il y a la ligne un petit peu hard ou soft, c'est-à-dire c'est vraiment la ligne dure du Brexit. On a, par exemple, sur l'industrie financière, c'est à peu près 1200, 1500 milliards qui sont gérés de manière passeportée depuis Londres pour l'Europe continentale.
Donc c'est des montants colossaux pour l'industrie. 500 milliards sur 8000 milliards. Si effectivement c'est la ligne dure qui l'emporte, ces actifs vont se redéployer sur l'Europe continentale. Ça va forcément impacter durement l'Angleterre. Inversement, s'il y a une négociation de libre-échange avec maintien de certains passeports, ça veut dire que ça sera une ligne soft qui permettra à l'Angleterre de ne pas être trop impactée. Voilà, c'est un élément politique en plus qui vient perturber les marchés européens et qui inquiète les investisseurs internationaux. Donc c'est pour ça que nous on reste plutôt, je dirais, très prudent sur les financières, beaucoup trop spéculatif, beaucoup trop de trading autour des financières pour se focaliser sur des belles valeurs européennes ou des petites et moyennes valeurs, mais à travers notamment des gestions très actives, on en a déjà parlé. Bon, la livre sterling effectivement qui recule de 1%, on revient sur les plus bas de 30 ans, quasiment 1,2840 pour un sterling cet après-midi. Coup d'œil sur les marchés, on est à un peu plus de 10 minutes de l'ouverture de Wall Street, des marchés en Europe qui reculent actuellement avec des financières qui sont encore à la traîne.